Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Très bien, je te remercie. Du coup, aujourd'hui, tu m'as dit que tu voulais voir la méthodologie de l'analyse linéaire. C'est ce qu'on va voir, enfin de l'oral, tu m'as dit. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais tout expliquer un petit peu comment ça va se passer, que ce soit au niveau de l'épreuve, etc. Et ensuite, on va clairement voir la méthodologie de l'exercice. Ok, du coup, avant, je dois te montrer un truc. Est-ce que, ouais, nickel, c'est dans mon historique. Alors, on y va. Ok, là, on est sur la grille de l'évaluation de l'oral du bac de français et ça va me servir pour t'expliquer un petit peu comment va se passer l'épreuve. Tu as un bac blanc prévu à l'oral. Mhm. Quand? En bac blanc, c'est en mars. Mars, ok. On vous a pas du tout expliqué comment ça allait se passer. Non. Non, ils sont Ah, longs. on va les choisir au hasard sur des textes, oui, ça. Ouais, mais il faut expliquer un peu comment ça se passe. C'est chiant à l'oral. Ils vont attendre trop et après il va se passer un truc et ils n'auront pas le temps de le faire, c'est sûr. Ok, donc je note Mars oral blanc. Ok, nickel. Ok, alors tout simplement, ça se déroule à l'oral, donc devant un jury composé d'une ou deux personnes, tout dépend ce qu'ils ont décidé de faire pour le blanc. Mais bon, en tout cas, ça c'est la grille d'évaluation officielle, donc donnée par le gouvernement. Oral de l'EAF, c'est épreuve anticipée de français. Donc, c'est la grille d'évaluation qui est en deux temps. Pourquoi elle est en deux temps? Ils ne sont pas allés chercher bien loin, tout simplement parce que l'oral lui-même est en deux temps. On a un premier temps qui est sur toi, ta prestation, enfin ta présentation en gros. Et le deuxième temps, c'est par rapport à l'échange. Donc, tu as un entretien avec le jury. La Ok. première partie, elle doit durer 12 minutes et elle-même se divise en plusieurs grands moments. Il y a déjà ton analyse linéaire. L'analyse linéaire, c'est l'exercice qu'on va voir après. On va tout simplement voir la méthodologie. Mais l'analyse linéaire, c'est tout simplement un exercice sur œuvre. Donc sur l'extrait, enfin un des extraits d'une des œuvres que vous avez étudiées en classe. Au courant de l'année, j'imagine que ton professeur t'a donné un certain nombre de textes. Je pense Oui. qu'il procède comme ça, il vous donne un polycopier avec un texte dessus, enfin un extrait d'une œuvre que vous avez lue, et il fait un petit peu l'analyse avec vous. Et mais en gros, tous ces textes-là que vous avez étudiés en classe, ils seront réutilisés du coup pour cette épreuve-là. Donc c'est assez facile dans un certain sens. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement reprendre les textes que vous avez déjà étudiés en classe. Donc il y a juste à apprendre le cheminement de ton professeur et à savoir le mettre un petit peu en forme pour réussir l'oral. Vous avez fait combien de textes actuellement en classe? On en a fait 8. Vous en avez fait 8. Ok, nickel. Alors, si tu veux qu'on commence à préparer ton oral, etc., il faudra juste que tu me les envoies. Donc, tu m'envoies une photo du polycopier sur WhatsApp. Donc, tu vas passer sur un des textes. C'est le jury qui va choisir au préalable le texte sur lequel tu vas passer. Une fois que le jury a choisi ce texte-là, il va prendre une phrase ou plusieurs phrases. Il va prendre un tout petit extrait du passage et il va te poser une question de grammaire dessus. Par exemple, il va dire, bon, ben, étudier la subordonnée présente au vers 5. Voilà, je dis n'importe quoi. Il va prendre juste quelques phrases et va te poser une question de grammaire dessus. Ok. Ok. Et ensuite, il te laissera partir soit dans une salle tout seul, soit au fond de la salle où il y a déjà un autre élève qui passe. Ça dépend de l'organisation du lycée. Mais en tout Ok. cas, tu seras tout seul et tu auras exactement 30 minutes pour préparer et ton texte, donc l'analyse linéaire sur le texte choisi par le jury, et la question de grammaire. Ok. Et dans ces 30 minutes-là, tu devrais également préparer ton œuvre choisie.
Est-ce que vous avez déjà fait ça en classe, l'œuvre choisie? Non. Ok. Ton professeur va te laisser le choix entre plusieurs œuvres que vous avez étudiées en classe. Je sais pas moi, 5 œuvres. Et chaque élève devra choisir une œuvre parmi les œuvres proposées par son professeur. Et tu devras, à l'oral du bac, faire une présentation de cette œuvre-là. Voilà. On verra tout ça plus tard. Donc, tu as 30 minutes pour faire ton analyse linéaire, faire ta question de grammaire et préparer Ok. ton œuvre choisie. Enfin, tu pourras la préparer tout au long de l'année, mais juste essayer de le remettre en mémoire. Le texte qu'ils vont te donner il sera vierge, ils vont juste te donner le passage. Donc après, tu pourras griffonner dessus pour mettre des éléments pour ton analyse linéaire. Et tu auras une autre feuille complètement blanche à côté, où là, tu pourras mettre des tirets, etc. Enfin, tu te débrouilles un petit peu comme tu veux. En tout cas, tu as un polycopier avec le texte de ton analyse et un autre enfin, un brouillon, quoi, tout blanc. Ensuite, au bout des 30 minutes, ils te demandent tout simplement d'entrer dans la grande salle et tu passes devant eux. Alors, la première partie, elle se présente sous cette forme-ci. Donc, tu as une lecture à voix haute où tu devras lire le texte qu'ils t'ont soumis, tout simplement. Tu devras lire en entier ce texte. C'est possible qu'ils te coupent au milieu s'ils en ont assez entendu. Néanmoins, tu devras de toi-même lire le texte à voix haute. Donc, ça doit être une lecture expressive, mais attention, ce ne doit pas être une lecture jouée. Si c'est du théâtre, il ne faudra pas jouer l'œuvre, la pièce. Il faudra juste lire à voix haute de façon expressive et audible. Ok. Pourquoi il vous demande de faire une lecture à voix haute? Tout simplement, c'est pour voir si vous avez compris le texte. Quelqu'un qui n'a pas compris D'accord. le texte, il va pas savoir mettre les intonations au bon moment. Il ne va pas forcément respecter la ponctuation, ça va être un cafouillis. Quelqu'un qui a compris le texte, il va bien assurer au niveau de la ponctuation, mettre les intonations au bon moment, reprendre son souffle au bon moment. Tout simplement, c'est pour voir si vous avez compris le texte. Ok. Cette lecture-là, elle est sur 2 points. Tout en sachant que la première partie, elle fait 12 minutes, mais elle est aussi sur 12 points. Et la lecture, elle est déjà sur 2 points. Ok. Voilà. Souvent, c'est des points gratuits, il faut juste s'entraîner à bien relire tous les textes et à ne pas lire trop vite, mais à ne pas non plus pas en faire trop, quoi. Ensuite, on a l'explication, c'est ce qu'ils appellent l'analyse linéaire. On va revoir la méthode plus en détail, mais l'analyse linéaire, c'est une intro, un développement et une conclusion, tout simplement. L'analyse linéaire, ben, son intro, c'est tout simplement une intro classique, un petit peu comme dans un commentaire composé. On va vous demander de faire une amorce, de présenter l'œuvre, son contexte, son auteur, présenter le sujet étudié, de quoi il parle, ses enjeux, trouver une problématique et faire une annonce de plan. Attention, l'annonce de plan, elle est différente en commentaire qu'en analyse linéaire. En analyse linéaire, elle est sous la forme de mouvement, comme son nom l'indique. Les mouvements, c'est quoi? C'est tout simplement, on va découper le texte en différentes parties. Par exemple, du vers 1 au vers 5, ça fait un mouvement. Du vers 6 au vers 8, ça fait un autre mouvement. Donc, on n'aura pas le droit de bouger comme on a fait hier, les éléments, bouger les vers. On doit vraiment respecter la suite linéaire du texte. Et cette découpe, ça s'appelle des mouvements. Et c'est ce qui va venir composer ton plan. Ok. Ça, vous l'avez fait en classe? Oui. Nickel. Du coup, problématique, annonce de plan. Ensuite, il y a le développement. Le développement, pareil, il est linéaire. Donc, en fait, tu vas juste reprendre tes mouvements. Tu vas devoir leur donner un titre et justifier et ta découpe et le titre. Donc, pourquoi j'ai découpé comme ça et pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ok. Et tu devras reprendre tout simplement les procédés que tu as identifiés, les expliquer. Un petit peu comme un commentaire, mais tout en respectant l'ordre du texte. Voilà. Attention, là, le piège, c'est ce que ça ressemble à un magazine de procédés littéraires et de figures de style.
Donc, ce que tu dois comprendre, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande pas de dire vers un métaphore, ça veut dire ça. Non, ça doit être assez uniformisé. Il faut que ce soit très naturel, qu'il y ait autant d'explications que de procédés, autant de procédés que d'explications, pour pas qu'on ait l'impression que juste tu fasses une liste des procédés littéraires. Donc bien attention, il faut s'entraîner à l'oral, il faut que ça ait l'air tout à fait naturel. Et il faut que ce soit bien équilibré. Ensuite, on a une conclusion. Là, la conclusion, c'est comme d'habitude, c'est synthèse de l'argumentation, réponse à la problématique et ouverture. Ouverture sur une autre œuvre, un autre auteur, un autre sujet de réflexion avec un lien apparent, un lien que tu seras capable de justifier. Donc, ce qu'on va noter, introduction et conclusion pertinentes. Déjà, on note leur présence. Leur présence, ça fait déjà des points. C'est important parce qu'il y en a qui ne font pas de conclusion, soit par manque de temps, soit par oubli. Donc, on note la présence. Et ensuite, on Ok. note si c'est pertinent. Pertinent, autrement dit, s'il y a tous les éléments, amorce, contexte, etc. Et si ces éléments-là vont être justes et vont correspondre à l'analyse. Ça ne sert à rien de donner des éléments inutiles. On donne que des éléments en rapport avec le texte qu'on est en train d'étudier. Donc on note la présence et ensuite on note la pertinence des éléments par rapport au texte que l'on va étudier. Parfois, il y a des élèves qui racontent la vie de l'auteur. Ça ne sert strictement à rien. Il faut juste prendre les éléments au service du texte. Bonne compréhension littérale du texte. Là, c'est tout simplement l'interprétation. Est-ce que tu as pu expliquer le texte sans le paraphraser? Est-ce que tu as su lire entre les lignes, etc. Repérage et analyse des procédés littéraires pertinents. Là, c'est pareil. C'est bien de retrouver les figures de style et autres procédés. Néanmoins, il faut veiller à ce qu'ils soient pertinents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plein de procédés littéraires dans un texte, énormément. On ne va pas tous les relever. Déjà parce qu'on n'a que 12 minutes pour faire ça et la question de grammaire. Et en plus de ça, tous ne répondent pas à la problématique. Donc là, on va juger finalement quel procédé tu as utilisé et en quoi ils peuvent répondre à leur problématique, à ta problématique, pardon. Ça ne Ok. sert à rien de relever des procédés que tu ne pourras pas relier à ta problématique. Ils vont juste penser que tu as voulu montrer tes connaissances et les étaler. Ok. Non. Et là, le piège, c'est que ton professeur en classe, il te donne tous les procédés littéraires parce que bah, c'est son travail et parce qu'il veut vous donner toutes les clés en main, il veut que vous ayez tout pour réussir. Mais après, ta problématique, elle est personnelle et si elle ne correspond pas à tous les procédés de ton professeur, bah tant pis, il faudra faire un tri. Référence précise au texte étudié. Alors, ça veut tout simplement dire, référence précise au texte étudié, que tu devras, enfin, à chaque fois que tu soulèves un procédé, il faudra donner la ligne ou le vers dans lequel tu as trouvé le procédé. Voilà, même ça, c'est noté, c'est tout simplement ça. Et il faudra citer le vers, du coup, le mettre en, enfin, comme si tu l'avais mis entre guillemets à l'écrit, tu viens le citer à l'oral, Mhm. en donnant son numéro et ensuite en l'expliquant. Bien faire Ok. attention au texte. Pourquoi? Parce que quand on est un petit peu stressé, on a tendance à en parler, parler, parler et à en oublier de citer le texte. Ok. Ensuite, qualité de l'expression. Alors, qualité de l'expression. Ça, c'est est-ce qu'il y a des tics du langage? Est-ce que le vocabulaire employé est un petit peu familier? Est-ce qu'il a essayé de nous expliquer les choses en utilisant un langage assez courant et pas en utilisant le vocabulaire littéraire? Donc ça, c'est des choses auxquelles il faudra faire attention. Essayer de supprimer les tics du langage, essayer de bien marquer la ponctuation et utiliser vraiment un vocabulaire très très précis propre à la littérature. Ok. De préférence, faire des phrases simples, pas trop de phrases complexes, etc. Pourquoi? Parce que tu risques de t'embrouiller et de jamais finir ta phrase. Donc des phrases simples, sujet, verbe, complément, Mhm. et parler avec un ton posé,
À l'oral, en examen, on a tendance à parler toujours plus vite que la normale, même si on n'en Mhm. a pas forcément l'impression. Donc pense bien à ralentir, fais-toi cette réflexion. Ok. Parce que de toute façon, ça ira plus vite que ce que tu penses. Niveau de langue, utilisé, correct, voire soutenu. Donc là, pareil, on ne demande pas non plus d'utiliser un jargon, mais d'avoir un niveau de langue qui est correct. Donc qu'il ne soit pas familier, éviter les genres, les styles, les trucs comme ça. Ok? D'accord. Les quoi, les du coup, etc. Donc, bannir tous les petits tics comme ça, avoir un niveau de langue vraiment très très correct, et c'est pourquoi faire des phrases simples, ça peut vraiment t'aider. Voire soutenu. Logiquement, c'est soutenu si tu as appréhendé le vocabulaire littéraire toute l'année. Qualité de communication, de précision et de clarté dans les propos, ne pas s'embrouiller. Lorsque tu dis une chose, je sais pas, imaginons que tu fais une phrase sur un point A, qu'ensuite tu fais un point B, ne reviens pas sur le point A. Ça va aller. D'accord. Une fois que tu as dit la chose, si tu as oublié un élément, tant pis. Il faut passer à la suite et il faut surtout pas revenir. Ça doit être une suite tout à fait logique. Ok. Lorsque tu passes à quelque chose d'autre, ne fais pas un chemin en arrière. Ça va compliquer les choses. Donc réfléchis bien à ce que tu vas dire. Prends le temps, sois très clair et utilise les connecteurs logiques. Souvent, c'est à l'écrit, mais les connecteurs logiques, c'est très important à l'oral aussi. Montre l'opposition, montre l'addition, la cohérence, la cause, etc. Utilise des connecteurs logiques qui déjà, toi, vont structurer ta pensée dans ta tête, mais ça va structurer, eux, ce qu'ils entendent aussi. Pas connecteur logique, qualité de communication. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Merci. De rien. Question de grammaire. Là, la question de grammaire, si tu veux qu'on en fasse ensemble, on pourra en faire, c'est pas du tout un souci pour moi. Oui, 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 je veux bien. Nickel. Bah, la question de grammaire, elle est sur 2 points. Donc, tu vois déjà qu'avec la question de grammaire et la lecture, c'est des points donnés, ça fait 4 points sur 12. En plus, on note si ton introduction est présente, donc voilà, celle-là est là. Donc, il y a pas mal de points à gratter. La question de grammaire, déjà, on voit si tu as compris la question. Pas forcément si tu as la bonne réponse, mais si déjà tu as compris la question. Et ensuite, la façon dont tu y réponds. Donc, est-ce que tu sais expliquer? Par exemple, si on te demande la fonction d'un mot, pas que tu confondes avec la nature. Ok. En tout cas, la question de grammaire, elle est sur 2 points et la question de grammaire, elle porte sur tout le programme du lycée. Donc, que ce soit de seconde ou de première, peu importe. Voilà. Euh, Ok. Ce qui tombe extrêmement souvent, c'est les fonctions des mots, trucs du style attribut, complément, etc. Ça tombe Ok. énormément. Et l'autre chose qui tombe énormément, c'est la négation. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait en classe Oui. la négation? Nickel. Bon, bah, ça peut être une question de grammaire. La plupart du temps, c'est la négation. En tout cas, une question de grammaire. Là, la question de grammaire, tu dois la préparer dans les 30 minutes. Ok. Ok. Mais si tu n'y arrives pas, chose possible, bah, tu passes devant eux, tu essayes quand même de montrer ce que tu as préparé. Et si jamais c'est pas la bonne réponse, ou qu'ils voient que tu rames un petit peu, ils vont te poser des questions pour orienter ta réponse. Donc ils te laissent pas tout seul. Évidemment, tu perdras un petit peu des points, mais ils vont pas te laisser bêtement à pas savoir. Ils vont essayer de te poser des questions, ils vont te montrer quoi regarder pour que tu puisses essayer quand même de faire quelque chose. Ok. Ça, c'était la première partie. Donc ça, c'est toi tout seul devant eux. Et ensuite, on a une deuxième partie, 8 minutes et 8 points. C'est pas bien compliqué à retenir. 8 minutes, 8 points. Là, c'est tout ce qui va être entretien. Donc, où tu vas communiquer et interagir directement avec le jury. Tu as la présentation de l'œuvre retenue. L'œuvre retenue, c'est tout simplement ton œuvre choisie. Donc, comme je t'ai dit, en classe, vous étudiez des œuvres, qu'elles soient Mhm. cursives ou qu'elles soient intégrales. Et votre professeur, je ne sais pas à quel moment il va choisir de le faire, mais il va vous laisser le choix. Il va dire, bon, ben, chacun choisit son œuvre parmi celles qu'on a étudiées en classe.
Mhm. Là, tu choisiras ton œuvre et tu devras la présenter devant le jury. Donc, c'est totalement libre. Et tu pourras faire ta préparation au courant de l'année. Si tu veux, on la fera ensemble. Mais en tout cas, il Ok. faudra choisir son œuvre, on fera la préparation. L'œuvre choisie. Présentation synthétique de l'œuvre. Donc, présenter mon œuvre, le titre, le contexte, l'auteur, etc., etc. Donc, tout ça un petit peu. Ok. Ok. Ça, c'est pas bien compliqué. En fait, c'est comme faire une introduction pour un commentaire. Titre, auteur, année, etc. Le contexte, un petit peu, on est où, quel mouvement littéraire, tout simplement. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'il faudra justifier ce choix. Donc j'espère pour toi qu'il y a une offre que tu aimes, parce qu'il faudra justifier ton choix. Il faudra tout simplement que tu dises pourquoi tu as choisi cette œuvre de manière littéraire, pas juger. Mais l'histoire, les personnages sont attachants, ça on s'en fiche. Mais en plus, qu'est-ce qu'elle t'a apporté culturellement et au niveau de la littérature, qu'est-ce que tu as apprécié, etc. Ça, il n'y a pas de souci, on sera ensemble. Est-ce que Ok. tu as déjà une idée de ton œuvre choisie? Non. Non, pas du tout. Parmi les œuvres intégrales, il n'y en a aucune qui t'a plu. Non, pas trop. Bah, pas tout de suite, quoi. Pas C'est pas encore. grave. De toute façon, que ça t'ait plu ou pas, l'essentiel, c'est que tu saches le justifier, quoi. On va dire ça comme ça. Entretien. Ensuite, on a un entretien sur 5 points. Là, pareil, l'œuvre choisie, c'est 3 points gratuits. Pourquoi? Parce que la préparation, on va la faire ensemble. Je vais écrire un script. Enfin, on va écrire un script ensemble. Et tu auras des semaines pour l'apprendre par cœur. Donc, c'est un petit peu gratuit. Ensuite, on a l'entretien. Ça, c'est dialoguer. Ils vont te poser des questions, du coup, sur ton œuvre, enfin, Mhm. l'analyse linéaire. Ils vont te poser des questions sur cette œuvre-là. Ils peuvent te poser des questions sur ton œuvre choisie. Et ils peuvent te poser des questions sur tout le programme de seconde et de première. Ok. Donc, Ok. les questions peuvent être assez larges, mais évidemment, la plupart du temps, ils se concentrent quand même sur l'œuvre qui a fait l'objet de l'analyse. Ok. Ok. Rassure-toi, ils se concentrent sur ça. C'est possible qu'ils élargissent à la seconde et à tout le programme de première, mais pas sur l'ensemble des questions, peut-être sur une ou deux questions. Ils essaient quand même de rester focus sur l'œuvre de l'analyse. Et ils peuvent poser des questions sur l'œuvre choisie. C'est un point qui n'a pas été très clair. Et moi, ce que j'aime bien faire en général avec les élèves, c'est que pour leur œuvre choisie, souvent dans leur préparation que je leur fais, je laisse une zone d'ombre. Et je sais que les profs, après, vont poser une question sur cette zone d'ombre. Donc, je commence bien mes questions. Enfin, j'anticipe les questions. Donc, ça, c'est D'accord. plutôt pas mal. S'il y a vraiment des grosses zones d'ombre évidentes, laisse-les. Comme ça, ils vont te poser des questions après dessus et tu seras sur un terrain conquis. Oui. Ok. Donc, l'entretien, toute la seconde, toute la première analyse, enfin, analyse linéaire, œuvre choisie. Généralement, ils posent plus de questions de grammaire. Voilà. Donc là, ils veulent voir l'aptitude au dialogue. Est-ce que tu es capable de répondre à une question? Ça peut paraître hyper bête, mais par exemple, s'ils te posent une question à laquelle tu n'as pas la réponse, ils veulent voir si tu vas rester de marbre, si tu vas dire je sais pas, ou si tu vas essayer de réfléchir un minimum. Ils ne veulent pas être en face de personnes statiques, donc même si tu sais pas, on va le faire en entraînement, on va s'entraîner du coup avant ton oral blanc, et je vais te donner des techniques pour pas rester comme ça, quoi, quand tu connais pas la réponse. Ok. Déjà, tu commences par les remercier pour la question qu'ils te posent. Je vous remercie pour votre question. Tu répètes la question et là, ça te laisse pas mal de temps pour réfléchir. Ensuite, tu peux donner quelques éléments qui t'aideront à servir et tu les dis à l'oral. Comme ça te laisse énormément de temps pour réfléchir. Il y a plein de petites Ok. tactiques comme ça que tu dois mettre en place et que tu dois apprendre à mettre en place pour pas juste répondre je sais pas ou rester bouche bée. Donc, Ok. voilà. De toute façon, on va beaucoup s'entraîner sur ça à l'oral. Et j'ai tout dit. Qualité de communication, d'expression et niveau de langue. Là, pareil. Ils veulent voir, par exemple, ils savent très bien que l'analyse linéaire, elle a été préparée.
Et ça très bien que l'œuvre choisie aussi a été préparée. Donc ça se peut que le niveau de langue entre l'œuvre choisie qui a été faite à la maison et l'entretien ne soit pas du tout pareil. Et du coup, ils veulent voir si tu es capable de garder le même niveau de langue alors que c'est spontané. Ok. Donc il faudra s'entraîner, capacité à exprimer un point de vue personnel. Ah oui. Ils vont poser énormément de questions personnelles. Le classique, c'est donner 3 mots qui pourraient qualifier l'œuvre. Si vous aviez dû donner un autre titre à cette œuvre, qu'est-ce que ce serait? Énormément de questions personnelles. Du coup, bah, il faudra s'avancer personnellement et être capable de justifier sa réponse. Mobilisation pertinente des connaissances culturelles et artistiques en lien avec le propos. Tu as le droit de prendre des connaissances culturelles autres que le programme, à condition que ce soit de la littérature. Voilà, ça peut être moderne, ça peut être classique, mais il faut que ça reste de la littérature. Est-ce que c'est clair? Ok, ouais. Bon, bah nickel. Là, normalement, j'ai bien balayé toutes les preuves. Du coup, ça fait 20 minutes le passage à l'oral et 30 minutes de préparation. Donc, 1 heure à peu près. Ensuite, on a l'analyse linéaire. Là, je pense que je vais passer, enfin pas vite non plus, mais j'aime bien passer vite la méthode pour après pouvoir l'appliquer. C'est plus simple pour comprendre. Donc, voici la méthodologie de l'analyse linéaire. Évidemment, comme je l'ai dit, on a une amorce. Donc, une amorce, c'est exactement la même chose que pour le commentaire, qui sert un petit peu à captiver le jury. Donc voilà, soit c'est une citation, une réflexion, une vérité générale, en tout cas quelque chose qui impacte le jury. Ensuite, on a la contextualisation de l'œuvre, auteur, époque, mouvement littéraire, contexte historique et social s'il y a besoin. Du coup, on va faire une application après, on aura besoin du contexte historique et social, situer l'œuvre, etc. Dégager les enjeux du passage. Donc là, on va présenter le passage étudié. On n'étudie pas une œuvre, on étudie un passage en réalité. Mhm. De quoi parle le passage? Quels sont ses enjeux? Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de l'analyser? Ensuite, on vient formuler la problématique et on va faire l'annonce de plan, du coup, sous la forme de mouvement. Mais comment repérer les mouvements, tu vas me dire? Tout Hmm. simplement, on va lire plusieurs fois le texte et on va essayer d'analyser s'il y a des changements au niveau du ton, du registre, du vocabulaire qui est employé. En fait, dans ta compréhension du texte, évidemment qu'il y aura des changements. Et ces changements-là, tu devras les soulever pour découper un mouvement. C'est très possible que dans un roman, on ait le premier mouvement qui soit à peu près sur une situation initiale, une mise en route. On a beaucoup d'imparfaits. Qu'ensuite, tout simplement, on passe à un discours au passé simple. Bam, événement brutal. Bah là, tu verras très clairement les deux mouvements. Il y en a un qui a l'imparfait, qui est plutôt mou, c'est de la description, et là, tout d'un coup, ça passe au passé simple. Les émotions qui sont transmises sont pas les mêmes, j'ai de l'affolement, etc. Bah là, tout simplement, changement de mouvement. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, donc tu peux le voir au niveau des temps, au niveau du vocabulaire, etc. Ou au niveau tout simplement des idées principales qui sont données par le texte. Donc, ça. Ensuite, tu segmentes ton texte. Là, c'est pas comme en commentaire où c'est 2 ou 3 parties. S'il y a 4 mouvements dans le texte, il y a 4 mouvements dans le texte. Il faut Ok. impérativement respecter le texte, hein. Évidemment, il n'y aura pas 6 mouvements. En général, ce sera 3, 4. Mais bon, c'est pas grave si c'est 4, il faut respecter le mouvement, enfin le texte. Et l'essentiel, c'est de pouvoir le justifier. On ne va pas tous trouver les mêmes mouvements, c'est impossible, mais il faudra être capable de les justifier. C'est pour ça qu'en général, je ne conseille pas forcément de reprendre ce que le professeur vous donne, parce que c'est son interprétation du texte. Enfin, il n'y a pas une analyse linéaire qui est donnée par le gouvernement pour chaque texte. C'est l'interprétation du prof. Et si toi, tu n'es pas capable de justifier les mouvements du prof, trouve tes propres mouvements. En tout cas, il faut être absolument capable de les nommer, donc de leur donner un titre,
et de les justifier au courant du développement. Ensuite, à l'oral, il faudra également donner les lignes. Lignes si c'est de la prose, vers si c'est un poème. Il faudra donner les lignes, voilà, donc leur numéro. Ensuite, l'enjeu du développement, c'est d'articuler les procédés littéraires et l'interprétation. Donc, je ne veux pas voir entre nous de procédés littéraires sans interprétation et d'interprétation sans procédé littéraire. C'est impossible. Ok. Et il faut que ce soit bien fait. Parce que si tu veux, si tu me dis, OK, vers 3 il y a une anaphore, ça veut dire qu'il y a une insistance. Vers 4 il y a une métaphore, ça veut dire qu'il met en relation deux images, etc. Si tu me fais ça, ça va faire une liste de procédés et ça sera pas du tout fluide. OK? Donc il faut Ok. qu'on s'entraîne à l'oral à mettre pas mal de fluidité. Donc on va faire pas mal d'exercices oraux histoire que ce soit très très fluide. C'est pour ça, procéder, on l'interprète et on essaye de le relier à la problématique. Voilà, donc là j'ai résumé ce que je viens de dire sur l'écran et voilà. Ok, est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Nickel. Alors je te propose qu'on voit un texte ensemble et qu'on essaye déjà de faire les mouvements. Alors, c'est un poème jusqu'à plus bête. Je te propose qu'on essaye déjà de contextualiser rapidement et ensuite qu'on essaye de trouver les mouvements. Alors, en fonction de la tonalité. Ça rend pas de mouche. Ok, nickel. En général, j'aime bien prendre des poèmes pour illustrer la méthodologie parce que c'est très clair en fait les poèmes. Ok, nickel. Est-ce que c'est assez grand? Oui, ça va. On est sur un poème d'Arthur Rimbaud. Est-ce que tu as déjà fait? Arthur Rimbaud, je crois, oui. Ok. J'ai oublié de mettre le titre. On est sur un poème d'Arthur Rimbaud, du coup issu des Cahiers de Douai, publié en 1800, écrit pardon, en 1870, puisqu'il a été publié postpartum, écrit en 1870, et du coup ce poème-là, c'est Le Mal. Donc je te laisse tranquillement le lire, mais ensuite on essaye un petit peu de voir ensemble le contexte, etc. Parce que là le contexte est très important pour étudier le poème. Le contexte, et ensuite on essayera de trouver les mouvements. Ok? Ok.
C'est bon. Ok, nickel. Alors, est-ce que tu as un petit peu cerné le thème principal du poème? De quoi ça parle? Tout simplement. De... une bataille. Ouais, c'est ça, ça parle de la guerre tout simplement. C'est la Ah oui. description d'un champ de bataille. Ok, au niveau du contexte, 1870, on est où à peu près? Euh, En France, hein. en France, bah, on a encore sous le Second Empire, mais bon. C'est la guerre franco-prussienne. Ah oui. Donc ici, oui c'est vrai parce que du coup c'est la même époque que Baudelaire qu'on a vu là. Ouais. Mais du coup ici on est sous la guerre franco-prussienne et c'est tout simplement ce qui nous est décrit ici par Rimbaud. Donc en réalité, ce poème est une violente critique de la guerre franco-prussienne qui se déroule, du coup, enfin, non pas directement sous ses yeux, mais qui a lieu en France à cette époque-là. Ok, Ok. on nous fait une critique de la guerre. Est-ce qu'on peut découper en mouvements? Est-ce que tu as déjà un petit peu vu les différents mouvements? Non, Non? pas Ok, encore. on en va ensemble. Déjà, est-ce que tu as repéré des changements dans tout ce qui va être tonalité, tout ce qui va être description? Est-ce que pour toi, il y a des thèmes différents? Ou c'est vraiment juste la guerre? Bah, des fois, il y a Dieu. Bah, des fois, ça parle de la mythologie et des fois, ça parle de juste la guerre. En effet, ben, c'est exactement ça. Et peut-être que ça, c'est des mouvements différents. Au début, Ok. on a une critique de la guerre qui est assez forte. On parle que de ça. De la mitraille. Bon, les écarlates et les verts, ça représente tout simplement les uniformes des soldats. Bon, des rois, des bataillons, euh, 100 milliers d'hommes, etc. Mhm. Ensuite, on aura l'évocation de la nature. Est-ce que tu l'avais vu ça? Ah non, je viens de le voir. Mhm. Donc, on a l'évocation de la nature. Donc, il lui parle directement avec une apostrophe ici. On des points d'exclamation. Il s'adresse à elle. Je crois même qu'il la tutoie. Mais il la tutoie Oui. pas directement. Mais il y aura un déterminant possessif, du coup, qui représente, enfin, qui désigne la nature. Et Mhm. ensuite, on va parler de la religion. Et on va plus trop parler de la guerre. Ouais. Donc, ici, on a en effet plusieurs mouvements. On en a trois, non? Non, Ouais, attends. Aussi? Oui. ouais, c'est ça, on en a trois. Alors, j'ai juste marqué le titre du poème. J'ai oublié, tant pis. Bah, c'est pas Cahier de Douai le titre du poème? Bah, c'est Tandy le. Non, c'est pas ça? Non, les cahiers de Douai, Ok. c'est le titre du recueil de l'ensemble des poèmes. Et juste ce poème, lui, tout seul, en particulier, il s'appelle Le Mal. Ok. Donc, on est sur Le Mal d'Arthur Rimbaud, les cahiers de Douai, ok. Et du coup, en effet, ici, on a une violente critique de la guerre, en l'occurrence de la guerre franco-prussienne. Mais cette critique de la guerre, elle est entremêlée d'autres thèmes, notamment la critique de la religion. Donc il va critiquer aussi la religion chrétienne. Et globalement, Rimbaud, en général, critiquait l'autorité. Voilà. Ok. On a une critique de la guerre, on a une critique de la religion, on a un petit moment avec la nature. Très bien, on a déjà trouvé nos trois mouvements. Donc tu vois que c'est juste au niveau des thèmes évoqués que ça change. Ici, c'est très clairement sur la guerre. Là, on abandonne la guerre, on parle un petit peu de la nature. Et ensuite, on parlera tout De simplement Dieu. Ok. de la religion chrétienne. Donc le premier mouvement, c'est une dénonciation mordante de la guerre qui Mhm. débute au vers 1 et qui finit au vers 6 Mhm. euh, est fait de 100 milliers d'hommes. Donc, dénonciation mordante de la guerre. Ensuite, le deuxième mouvement, comment tu l'appellerais et comment tu le couperais? J'aurais dit la nature, mais non. Ouais, la nature, mise en valeur de la nature. Mhm. Ok, d'accord. Juste du vers 7 au vers 9 du coup. Et ensuite,
9, non, jusqu'au vers 8. Au vers 9, on a tout ce qui va être religion jusqu'à la fin, donc une satire, des travers religieux. Voici tout simplement nos trois mouvements. Donc, je vais te l'écrire. Ok. Alors, si je me souviens bien, du début vers, au vers 6, une critique mordante de la guerre. Ensuite, du vers 7 au vers 8. Et du vers 9 à la fin, on a, qu'est-ce que j'avais dit? Une satire des travers religieux. Nickel. Donc là, on a déjà nos trois mouvements. Ok. Mais bon, pour l'instant, nos trois mouvements, ils répondent à aucune problématique. Quelle est la problématique que tu mettrais ici? Tu te souviens de la technique qu'on a vue hier? On fait tout le temps la forme au service du fond pour trouver une bonne problématique. Je te laisse réfléchir, je te remets un petit peu le poème.
Je crois que c'est bon. Ok, alors, dis-moi, quelle problématique tu as trouvée et comment tu t'y es pris pour la trouver? Euh, ma problématique, c'est comment Rimbaud... C'est Rimbaud ou pas? Oui, Comment Rimbaud fait-il la critique de la guerre euh, grâce à la nature et à la religion? ok, alors, explique-moi comment tu as trouvé cette problématique. Bah, j'ai combiné les trois mouvements dans une seule problématique. Ok, pourquoi avoir fait ce choix? J'en sais rien du tout, mais pour moi, la problématique, elle est bien comme ça. Je peux avoir trois, trois sous-parties. Mhm. Euh, Ici, ok. Alors, je vois ce que tu veux dire et c'est hyper intéressant de toujours mettre en évidence le plan dans la problématique. C'est assez compliqué à faire et c'est vrai que c'est un plus. Donc, si t'en sens capable, si tu as assez bonnes connaissances et compétences en français, n'hésite surtout pas à faire apparaître ton plan dans ta problématique. C'est vraiment une bonne Ok. chose, c'est complètement valorisé. Néanmoins, ici, il ne fait pas la critique de la guerre grâce à la nature et la religion. Pourquoi? Parce qu'il critique aussi la religion et il met un petit peu en évidence la nature comme quoi c'est l'état de plénitude. Ok. Donc ici, on ne peut pas tout mélanger. La guerre et la religion sont sur le même plan, c'est-à-dire elles sont critiquées, mais la nature, non. Donc en soi, on ne comprend pas forcément l'articulation que tu as faite entre les différents termes. Mais pour laisser ton plan apparent, je te propose tout simplement, dans quelle mesure la poésie permet-elle à Rimbaud de dénoncer la guerre, non, de dénoncer avec révolte, voilà, et engagement les horreurs de la guerre et les travers de la religion. Je précise la religion si tu veux. De l'église, ça fait mieux. De l'église. Ok, nickel. Là, tu as quand même ton plan apparent. Bon, il manque la nature, mais on ne peut pas tout avoir. Là, tu as ton plan apparent et c'est plutôt cohérent. Pourquoi? Parce que la critique de la guerre et la critique de la religion ben, sont tout simplement sur le même plan. Et c'est ce qu'a fait Rimbaud dans son poème. On ne peut pas les scinder, simplement parce qu'il en fait une critique. Et Ok. c'est pas grâce à la religion qu'il critique la guerre ici. Donc, en effet, il fallait bien laisser le plan apparent. Néanmoins, concentre-toi toujours sur le fond et sur la forme. Donc, tu vois que moi, ici, je me suis servi de ma forme, la poésie, tout simplement le fait que ce soit un poème, et j'ai mon fond, les horreurs de la guerre et les travers de l'Église. Pourquoi il faut toujours faire ça? Tout simplement parce que si tu fais que des éléments de fond, si tu parles que de la religion et de la guerre dans ta problématique, après tu auras du mal à parler du texte en lui-même, à parler de la versification, de la musicalité du texte, des figures de style. Donc intègre toujours dans ta problématique et la forme et le fond. Parce qu'ensuite, quand tu Ok. feras ton analyse, il faudra de toute façon que tu parles des deux. Comment tu vas me relever tout ce qui va être enjambement, rime, versification, musicalité, si dans ta problématique, tu ne l'évoques même pas?
Donc parle bien de la poésie. Pourquoi c'est un poème ici? Et c'est très important de le considérer en tant que poème. On n'étudie pas juste un essai ou un texte ou n'importe quoi, on étudie vraiment un poème. Et il faut pas perdre ça de vue. Rimbaud, c'est un poète, donc certes, il a des idées, certes, il y a des choses qu'il dénonce, mais il le fait comment? Il le fait pas le point levé, il le fait à travers la poésie. Et c'est nous ce qu'on va étudier ici. Donc c'est très très important de le marquer dans la problématique. Ok, Donc, dans quelle mesure la poésie tu aurais pu remplacer par ce sonnet, enfin, peu importe en réalité. Mais toujours très important de parler de la forme. Ok. d'accord. Ensuite, je vais procéder à l'analyse. Donc, je vais faire moi-même le premier mouvement. Enfin, on va le faire ensemble. Ensuite, je vais te laisser un petit peu de temps pour essayer de faire le deuxième tout seul. Alors, Ok. je vais faire sur la base du poème et je mettrai la correction après. Parce que j'aime bien illustrer avec le poème. Alors, tandis que le crachat rouge de la mitraille. Alors, déjà, on a le crachat rouge. Le crachat rouge, c'est en réalité une métaphore. Le crachat rouge, ça suggère en réalité le rouge, ça représente le sang qui coule. Et les crachats, c'est un terme assez péjoratif et ça donne une connotation du mépris. Lorsqu'on crache, c'est qu'on est méprisant. Donc ici, les crachats rouges, c'est une métaphore pour représenter le sang qui gicle de façon un petit peu poétique. Et crachat, c'est un vocabulaire assez péjoratif, innovant et assez inédit en poésie. On peut aussi penser aux balles qui jaillissent de la mitraille, enfin des fusils, quoi. On peut aussi penser à ça, que les crachats jailliraient des armes, etc. Les crachats rouges de la mitraille, la mitraille, ça représente les armes à feu. Ensuite, si l'on tend l'oreille, sur ce vers-ci, on a une allitération. Une allitération en R, donc avec crachat rouge et mitraille. On a une allitération en R qui imite le bruit des combats. Donc les coups de feu, etc. C'est un bruit assez assourdissant, le bruit des canons, le bruit des fusils. Et ce bruit-là rappelle l'horreur de la guerre. Donc c'est très important de relever ici l'allitération représentant les combats assourdissants. C'est une allitération qu'on retrouvera après par près du roi qui les raille. Donc on retrouvera aussi cette dureté dans le R. Très bien. Ensuite, on a au vers 2, on a de nouveau siffle tout le jour pour l'infini du ciel bleu. Alors, ici, siffle, pareil, le S représente ici le son des balles tirées qui fendent l'air, donc qui sifflent. Euh, donc, qui sortent des canons à fusil, etc. Le ciel bleu, ici, le bleu vient contraster. Donc, le ciel bleu, ça représente la sérénité, ça représente la plénitude. Et ce ciel bleu, du coup, une nature plutôt jolie, bon, il a l'air de faire beau ce jour-là, ça vient contraster avec toute l'horreur de la guerre. Donc, ici, on a un décor qui ne se prête pas du tout aux activités humaines. Et c'est pour Ok. accentuer l'horreur de la guerre, ce ciel bleu. Et ça lui permettra par la suite, donc ici, d'introduire finalement le fait que la nature, elle est sereine, elle est pérenne, contrairement aux activités humaines et à tout ça, donc à l'horreur de la guerre. Donc ici, il a mis en place un espèce de contraste pour accentuer cette horreur-là. Le champ lexical de la couleur, on le retrouvera sur le vers du dessous. Qu'écarlate vert près du roi qui les raille. Alors, ici, qu'écarlate ouvert près du roi qui les raille. Qu'est-ce que tu comprends? Que, bah,
Bah, Qu'est-ce qui s'y vient faire le roi ici, là? Est-ce qu'il est réellement sur le champ de bataille? Ah non. Non, voilà. Donc pourquoi il nous parle du roi? Le roi, en Mais réalité, ça. le roi, il... Mais parce qu'il fait rien, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Le roi ici il représente l'autorité passive qui raille, donc qui critique, qui donne des ordres, mais qui finalement n'est pas là. Ici, il dénonce pas les soldats qui font la guerre, il dénonce les dirigeants d'État, des deux côtés, hein, qui envoient des soldats, donc des personnes lambda, faire la guerre. Et c'est ça la vraie dénonciation ici. Donc il va dénoncer tout simplement les dirigeants qui viennent donner des ordres alors qu'eux-mêmes ne sont pas présents sur place. Qu'écarlate ouvert, alors qu'écarlate ouvert, on a du coup ce champ lexical de la couleur avec le ciel bleu. Et ça, c'est pour déshumaniser les soldats. On les représente par des couleurs et pas par des visages ou pas par des noms, etc. Donc en réalité, ici, on déshumanise totalement les soldats par une métonymie, donc en les représentant par les couleurs de leur uniforme. Les verts, ce sont les troupes prussiennes et enfin, les écarlates, du coup, ce sont les troupes françaises. Donc on reprend la couleur de leur uniforme. Même si, oui, les Français n'étaient pas totalement écarlates, ils étaient en bleu, mais le pantalon était écarlate. Bon. Voilà, donc en tout cas, les soldats ici, par cette métonymie, n'ont pas d'identité. Ils se fondent dans la masse en réalité pour qu'on les dédouane un petit peu et qu'on mette vraiment toute la responsabilité sur les dirigeants. Mais aussi, ça permet de montrer que finalement, peu importe qu'ils meurent en réalité. Enfin, pour les dirigeants, c'est pas grave s'ils meurent, de toute façon, ils sont tous pareils. Ce ne sont que des couleurs, ce ne sont pas des êtres humains à part entière. Donc ici, on a une vraie critique. Tout ce qui Ok. est dirigeant de la guerre, etc. La guerre qui ne prend pas en considération les personnes, leurs familles, les morts, etc. Croulent les bataillons en masse dans le feu. Donc là, pareil, les bataillons. Les bataillons, encore une fois, ça forme une énorme masse et on n'arrive pas à distinguer toutes les âmes humaines, tous les soldats qui finalement ont une individualité, ils ont une identité, enfin chacun a une famille, chacun a une vie qui est unique. Et du coup, les bataillons, encore une fois, ça donne cette impression de masse et voilà, que Rimbaud ne fait pas de distinction entre les soldats qui deviennent des pions de la guerre et notamment du mal. Alors, euh, ensuite, on a le feu. Le feu, c'est tout simplement une métaphore pour représenter l'assaut, l'artillerie, les armes à feu en réalité. C'est pas un vrai feu, c'est pas un incendie, mais c'est un feu de balle. Voilà. Donc ici, on a bien une métaphore. Hum, on a aussi le champ lexical de la mort. Donc avec il croule, enfin il s'écroule quoi. Il meurt. On a aussi milliers d'hommes en tas fumant. On a le champ lexical de la mort. On a broie, aussi là je suis au vers 5, on a broie, etc. qui montre tout simplement que la guerre est très fortement dévastatrice. Hum, On a ensuite la folie qui désigne la guerre, donc nom commun, la folie qui désigne la guerre, mais surtout la folie de ceux qui la font. Voilà. On a l'adjectif épouvantable qui vient qualifier cette folie et qui, encore une fois, insiste sur le fait que la guerre est une atrocité et une injustice pour Rimbaud et qu'elle ne mènera de toute façon qu'à la mort. Donc, Hmm. c'est quelque chose de très, très destructeur pour lui. Ensuite, on a une 100 milliers d'hommes. Une hyperbole, oui, 100 milliers d'hommes, enfin, pas le même jour en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme impression, cette hyperbole pour toi?
Bah que il y a toujours plus de de personnes qui meurent chaque jour. Ouais, c'est ça. C'est ça finalement l'hyperbole, ça montre qu'en fait c'est très très destructeur la guerre et ça n'apporte rien à part les morts, que les morts ne reviendront pas, qu'ils ne feront que le nombre de morts ne fera que s'accroître chaque jour en réalité. En effet. Ok. Ensuite, au niveau de la structure et de la versification. Alors, je suis sur un sonnet, donc j'ai deux quatrains, deux tercets, peu importe, et en réalité, j'ai des rimes croisées. Mitraille, rail, bleu, feu, broie, joie, fumant, scintement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet d'avoir des rimes croisées ici? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Alors, ici, les rimes croisées, c'est pas forcément pour l'interprétation. C'est juste qu'en réalité, en poésie classique, c'était la norme, et c'était d'ailleurs dans les règles classiques, de faire des rimes suivies. Donc, Hmm, rime suivie, ça veut dire A, A, B, B. Donc, c'était oui, dans la norme de faire des rimes suivies. Et tout simplement, en faisant des rimes croisées, là, Rimbaud, il a voulu se détourner un petit peu des règles classiques et essayer d'innover. Donc voilà, il a voulu ok, innover, briser les règles classiques du sonnet et essayer de mettre en avant le fait qu'il parlait d'un thème nouveau qu'on n'évoquait pas en poésie, à savoir la guerre. ok. Ok, j'en ai fini avec mon premier mouvement. Je vais te laisser quelques instants, peut-être 10 minutes, et ensuite on aura le temps dans les 5 dernières minutes, de regarder le deuxième mouvement. Donc sur les... Là, ok? Donc sur la nature. Est-ce que tu t'en sens capable? Hmm. Et je dois faire quoi? Je dois... Comme moi, comme ce que je viens de faire. Je te Ah, laisse quelques instants pour réfléchir, essayer de trouver des figures de style, de trouver leur interprétation. Je te laisse quelques instants pour réfléchir à ça. Et ensuite, tu me présenteras ce que tu as trouvé et je viendrai essayer un petit peu de corriger tout ça. ok.
Et bon, Ok, nickel. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme figure de style? j'en ai, Hmm. j'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai peut-être une répétition avec dans. Hmm. J'ai trouvé une répétition avec deux fois dans. Ouais, c'est ça. Trois fois, on est dans un parallélisme de construction, en effet. On a tout simplement plusieurs fois le mot dans. Essaye de bien toujours avoir ce vocabulaire littéraire. On a un parallélisme de construction. Ah, pareil, ok. Il y a des choses que tu aurais pu repérer, franchement. Les points d'exclamation. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les points d'exclamation? Et aussi, du coup, il y a j'ai pas de figure de style, mais comment dire? Il y a nature ô toi qui fit ces hommes saintement. Ça veut dire que du coup, s'ils font la guerre, ils sont plus saints du tout. Oui, voilà, c'est ça en fait. Il essaye de contraster entre la nature qui est très saine et qui a créé les hommes et qui après se sont détournés d'elle en réalité et les activités humaines sont assez néfastes finalement. Mais qu'à l'état naturel, en effet, c'est vrai, il y a cet adverbe saintement. Mm. On a les points d'exclamation qui montrent qu'il implore la nature et cette imploration est renforcée par l'apostrophe nature au toi. Donc finalement, il implore la nature, il l'invoque, il lui demande presque d'avoir pitié finalement de la condition humaine qu'elle a elle-même créée. Il s'adresse à lui, donc il y a une personnification de la nature. Il y a des tirés. Pourquoi il y a des tirés? Euh, je sais pas du tout. Un dialogue. Tout simplement, il s'adresse directement à elle. Il a voulu mettre en avant du coup ce passage-là, en s'adressant directement du coup à la nature. Il y a presque une indignation ici du poète pour les victimes de la guerre, avec l'exclamation, voilà, pauvre mort, qui est mis en avant par un tiret. Encore une fois, on n'a pas d'identité par rapport aux soldats. On a un registre de la polémique qui domine, on a un dégoût finalement et une impression de révolte. On a l'apostrophe du coup nature, au toi. Donc il invoque la nature. Pour lui, c'est l'opposé de la guerre. C'est celle qui pourrait finalement sauver les hommes. Voilà. Elle est personnifiée, elle représente le calme et l'harmonie. Est-ce que tu as des questions? Non. Nickel. Alors, pour demain, on va finir ça. Donc, je te Ok. conseille très fortement de regarder les deux tercets. Mhm. Tu les regardes, tu essayes de faire bah, comme pour le deuxième mouvement, un petit peu de repérer, de comprendre, etc. Et on finira ensemble demain du coup. Si tu veux qu'on travaille des textes par rapport au corpus qu'a choisi ton professeur, il faut que tu Mhm. les envoies sur WhatsApp Ok. dans la journée. OK? Ok, ok. Donc tu m'envoies quelques textes et nous, dans tous les cas, on va déjà finir ces tercets-là. Est-ce que la méthodologie et plus globalement le déroulement de l'épreuve sont compris? Oui. Nickel, bon ben je suis contente. Du coup, je t'envoie tout ça et on se retrouve demain du coup. Ok. Bonne journée, au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir.